Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à la MPS E3 du CPGO Moulay Youssef de Rabat, dans laquelle on va essayer d'introduire la notion de variable aléatoire et voir quelques propriétés de ces variables-là, comme une application de la leçon sur les probabilités. Et donc, premièrement, on va introduire et définir les variables aléatoires et voir quelques premières propriétés de ces variables-là. Dans la deuxième partie, on va voir la loi d'une variable aléatoire réelle discrète, d'accord? Et troisièmement, la fonction de répartition. Et on va terminer par calculer l'image d'une variable aléatoire par une certaine fonction donnée par n'importe quelle fonction donnée. D'accord? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Alors, on appellera variable aléatoire réelle discrète, on abrège VARD, d'accord? Donc, pour cette année, vous avez que les variables aléatoires réelles discrètes. Et dans l'année prochaine, Inch'Allah, vous allez voir les variables aléatoires quelconques, continues, hein. Donc, une variable aléatoire réelle discrète est toute application d'un espace probabilisable oméga, d'accord? Donc, d'un ensemble muni d'une tribu vers R et qui vérifie les deux choses suivantes. Donc, alors le fait que c'est discrète provient du fait que x de oméga est une partie qui est discrète, ça veut dire qu'il est fini au dénombrable. X de oméga, donc son image elle est en plus dénombrable. Et l'aléatoire, c'est le fait que x-1 du singleton x est égal à l'ensemble des oméga dans oméga, qui est tel que x dans oméga est égal à x, donc par définition, d'accord, il faut qu'elle soit une partie de A, d'accord, pour n'importe quel x dans l'image de grand X. D'accord? Donc, une variable aléatoire réelle discrète est toute application de oméga d'un espace probabilisable vers R réel, d'accord, qui vérifie ces deux choses-là. D'accord? Donc, si on enlève bien sûr le fait que c'est discrète, on voulait juste parler d'une variable aléatoire, donc on va enlever la première condition, donc c'est ce qui veut dire discrète. Et dans la seconde, donc ici on va pas du tout considérer x, donc on va remplacer la deuxième par le fait que pour n'importe quel intervalle de R, x-1 de l'intervalle est un élément de A. Donc c'est une variable aléatoire quelconque, hein. Donc à la place de x, on va mettre pour n'importe quel intervalle, x, l'image réciproque de l'intervalle est un élément de A, est un événement. Donc c'est ce qu'on appelle en fait par la suite variable aléatoire, ou si l'abréviation VARD veut dire des fois pas variable aléatoire, mais vecteur aléatoire réel discret. D'accord? Vecteur. Donc ce V, on désigne par des fois vecteur ou variable. Donc si c'est vecteur aléatoire réel, donc x, il est à image dans RD. D'accord? Donc R à la puissance n. D'accord? Pour un certain n. Donc, donc il reste les deux conditions restent, sauf que l'image, il faut qu'elle soit dans RT, dans Rn, hein, pour un certain n. Voilà, donc comme première remarque, donc dans le cas où on a une variable aléatoire discrète, donc on va écrire x de oméga comme étant, on va la noter par la suite, xi avec i appartient à i, avec i une partie au plus, un ensemble au plus dénombrable quelconque, d'accord? Donc, bon, c'est un sous-ensemble, c'est un ensemble d'indexation au plus dénombrable. Et comme vocabulaire, on va dire en fait que x de oméga l'image serait l'ensemble des valeurs prises par x
Et x de oméga, alors dans le cas où x de oméga est un ensemble fini, on va dire que x est une variable aléatoire réelle discrète finie. Et dans le cas où dans le cas où x de oméga est infini dénombrable, on va dire que x est une variable aléatoire infinie. D'accord? Donc, alors, ici, on dit l'ensemble des valeurs prises par x. Alors, qu'est-ce que c'est que x? Qu'est-ce que c'est que vraiment une variable aléatoire? Donc, sans ces définitions mathématiques, hein? Donc, une variable aléatoire, donc supposons qu'on voulait par exemple faire une certaine expérience, d'accord? Donc, on voulait faire une expérience, on va la modéliser par une certaine fonction. Cette fonction-là, c'est quoi? C'est la variable x. C'est la variable x, d'accord? Donc, la variable x, c'est une sorte de modélisation d'une certaine expérience aléatoire, d'accord? Dans un espace défini, qui va être en fait défini par l'expérience elle-même. D'accord? Donc, voyons voir quelques exemples. Donc, le premier exemple, supposons qu'on dispose d'un joueur qui lance 2 fois de suite un dé. D'accord? Donc, il lance un dé, puis il le relance. Et on note ces deux nombres obtenus, donc le premier nombre et le deuxième nombre, par un couple. D'accord? Par exemple, si le nombre en fait obtient, donc si on obtient le 2 dans le premier tiré, dans le deuxième tiré on obtient 5, donc on va noter le couple de 5. D'accord? Donc le premier résultat désigne l'axe des abscisses et le deuxième désigne l'axe des ordonnées. Et donc ici, l'univers serait, donc de l'expérience, serait le oméga qui est 1,6 fois 1,6. D'accord? Donc dans la première expérience, dans le premier lancer, on va obtenir un nombre entre 1 et 6, puisqu'on dispose d'un t qui numéroté de 1 jusqu'à 6, dont ces faces sont numérotées de 1 jusqu'à 6, et dans le deuxième lancer également. Et donc, si on définit par exemple sur cet espace-là, la variable aléatoire x, d'accord, qui à chaque couple, on associe la somme des deux nombres obtenus. D'accord? Donc, supposons qu'on lance un dé 2 fois, puis le résultat qui va sortir, c'est vraiment pas, on va pas s'intéresser au couple, mais on va s'intéresser à la somme des deux résultats. D'accord? Donc, x de oméga serait en fait 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. D'accord? Donc, on ne peut pas obtenir 1 parce qu'au minimum, on obtient 1. Donc, minimum 1. La somme des 1, c'est 2. Et donc, x de oméga est égal à cet ensemble-là. Et donc, x est une variable aléatoire réelle, discrète, finie. Parce que x de oméga est fini. Alors, supposons dans le deuxième exemple qu'on choisit simultanément deux nombres et au hasard, bien sûr, deux nombres distincts de n, de l'espace des entiers naturels, de l'ensemble des entiers naturels, pardon. Et on prend la variable aléatoire qui est associée à la somme sur 2. D'accord? Donc, on fait associer la moitié des deux nombres. D'accord? Donc, x, c'est. On part des deux parties de n. Donc, on choisit deux nombres, n carré. Et on fait lui associer a plus b sur 2, a et b, puis on fait lui associer la moitié de a et b, a plus b sur 2. C'est un élément qui est dans Q, dans Q+. D'accord? Donc, ce sont les nombres, donc x de oméga. D'accord? X de oméga, c'est l'ensemble des a plus b sur 2 avec a et b dans n. D'accord? Donc, c'est une sous-partie de Q. Voilà. Alors, dans le troisième exemple, donc, supposons qu'on effectue une succession de lancers. D'accord? On va lancer un dé successivement jusqu'à obtenir le numéro 6. D'accord? Jusqu'à obtenir le numéro 6. Alors,
considérons la variable aléatoire x qui associe en fait le nème donc le lancer effectué, le nombre de lancers effectués. D'accord, donc combien de nombres nous avons effectué pour obtenir le numéro 6. D'accord, si on effectue par exemple 4 lancers, de la quatrième lancée, on obtient 6, donc x de l'expérience égale à 6. Ainsi de suite. Donc dans la dernière vidéo, nous avons déjà vu cette expérience et nous avons déjà vu que la probabilité d'obtenir 6 égale à 1. Donc on va sûrement obtenir 6. D'accord? On va sûrement obtenir 6, mais à quel moment? On ne sait pas. D'accord? À quel moment? On ne sait pas. Et donc, il est très difficile ici de décrire l'univers. Donc, l'univers ici, c'est vraiment pas du tout important. Et donc, par la suite, l'univers n'est pas du tout important pour décrire une variable aléatoire. Mais ce qui est important, c'est l'image. Donc, c'est l'image de l'univers. D'accord? C'est x de oméga et qui est tout à fait une partie de R. D'accord, une partie de R, c'est une partie qu'on connaît. Hein. Donc on travaille toujours dans R et donc ce sont des parties qu'on connaît. Et donc en étant rigoureux, d'accord, on devrait écrire en fait x de oméga égale à n étoile union plus l'infini. Donc c'est soit car il se peut en fait que l'on n'obtient jamais 6, d'accord? Il se peut qu'on n'obtient jamais 6, et donc x, donc l'image c'est plus l'infini, mais il se peut qu'on va l'obtenir à un certain moment, x de oméga, donc c'est un ancien naturel, d'accord? Et voilà, donc comme je viens de dire au départ, donc puisque dans la dernière vidéo, nous avons déjà calculé la probabilité d'obtenir 6, et donc nous avons déjà trouvé que la probabilité est sûre, certainement on va trouver 6, et donc l'infini n'est n'est jamais atteint, hein, donc on va nécessairement obtenir le 6 dans un certain lancé, et donc en fait x d'oméga égale à n étoile, pas du tout égal à n étoile union plus l'infini. Donc c'est un ensemble, c'est une variable aléatoire réelle, discrète, qui est infinie. Et donc par la suite, en fait, donc comme je viens de dire, c'est ce qui est important, c'est pas vraiment l'univers, c'est pas vraiment la variable elle-même, mais c'est l'ensemble des images prises par la variable. D'accord? Ok. Alors, comme première proposition, donc étant donné x une variable aléatoire réelle discrète, définie sur un espace probabilisable oméga A, d'accord? Alors, pour toute partie B de R, d'accord? L'ensemble x-1 de B, qui est par définition l'ensemble des oméga dans oméga tel que x dans oméga appartient à B, est un événement de A. Donc, x-1 de B appartient à A. Donc, si on remplace ici et x-1 de singleton x par x-1 de B, appartient à A. D'accord? Bon, cette propriété-là, il est vrai que pour les variables aléatoires réelles discrètes. Hein, c'est pour cela que j'ai mis le mot discrète en gras. D'accord? Donc, pour les variables réelles quelconques, donc on n'a pas vraiment cette possibilité-là. D'accord? Et donc, voilà. OK? Donc, pour la preuve, donc prenons B une partie quelconque de R. Alors, dans le cas où x-1 de B, donc si B ne rencontre pas l'image de x, donc x-1 de B égale à le vide, donc on aurait en fait que x-1 de B appartient à A. Donc, dans le cas où B ne rencontre pas l'image, donc x-1 de B est un élément est un événement de A dans notre tribu. Et donc, dans le cas contraire, on pourrait écrire x-1 de B donc, comme ça, hein. X de oméga appartient à B, mais x de oméga, c'est un élément qui est dans l'image de x, d'accord, dans l'image de x. Et donc, cet ensemble-là est clairement, c'est l'image réciproque de B inter l'image de x, d'accord? Donc, c'est ça.
Et donc, ici, on va bénéficier du fait que l'image de x est un ensemble qui est au plus dénombrable. Et donc, B inter, donc la trace de B sur l'image de x est également au plus dénombrable. Et donc, on va la noter xj, l'ensemble des xj avec j appartient à g, avec g, une partie au plus dénombrable. D'accord? Un ensemble au plus dénombrable, un ensemble d'indexation au plus dénombrable. Et donc, en fait, x-1 de b serait x-1 de b inter l'image, qui est l'union, qui est l'image réciproque de tous ces xj, et donc qui est l'union de x-1 de ici, donc ici c'est l'union des singletons, x-1 de l'union des singletons, et x-1 de l'union, c'est l'union des x-1, donc ceci est un exercice que nous avons déjà fait le cours des applications, donc dans le début de l'année, donc dans le début de l'année. Et donc, c'est l'une des applications de ce que nous avons déjà fait dans le début de l'année, dans la théorie des ensembles, bien sûr. Et donc, ça, c'est l'union des images réciproques de xj, qui est un élément de A parce que, en fait, c'est une union dénombrable ou au plus dénombrable d'éléments de A. A et A, bien sûr, là, il faut rappeler, bien sûr, que A est une tribu et donc il est stable par union au plus dénombrable. Voilà. Alors, pour des cas particuliers, en fait, pour des cas particuliers, alors si B est un singleton, donc on va noter X appartient à A, donc ici j'ai oublié la notation, donc cet ensemble-là, on la note généralement X appartient à B, hein. X appartient à B, donc X appartient à B, l'ensemble de X appartient à B comme ça, et X moins 1 de B. D'accord, c'est une notation qui est vraiment très spéciale pour les probabilités. Mais bon, donc x appartient à A, on va la noter par la suite x égale à A. Bon, x appartient à A, ça veut dire que x, donc si vous écrivez l'image, donc c'est l'ensemble des oméga tel que x de oméga égale à A, bien sûr. Et donc, on va la noter par la suite x égale à A. Alors, si B est un intervalle de la forme moins l'infini A ou de la forme moins l'infini A, donc fermé ou ouvert, alors x appartient à B sera noté en fait x inférieur ou égal à A ou x inférieur strictement à A. X inférieur strictement à A, c'est pour le cas ouvert, x inférieur ou égal à A, c'est pour le cas fermé. D'accord? Donc, bien sûr, si on dispose de B en intervalle sommet ouvert, comme ça, donc il sera noté en fait x supérieur ou égal à A, inférieur strictement à B. Donc, à la place, donc toujours dans la partie où l'intervalle est ouvert, c'est un inférieur strict, et dans la partie où fermé, c'est un inférieur ou égal. Voilà, etc. pour toutes les formes d'intervalles qu'on dispose dans R. D'accord? Et donc, voilà. Donc, donc, revenons au premier exemple, en fait, où un joueur lance de dés de suite. Et donc, lance un dé de suite. Et prenons x, la somme, d'accord, la somme des deux chiffres obtenus, des deux chiffres obtenus, hein. Et donc, on aurait en fait x, donc par exemple, l'ensemble des x égale à 2, d'accord, où x appartient à 2. Et donc, c'est le couple 1-1. Donc, il faut, donc, pour obtenir 2, comme résultat, il faut obtenir 1 dans le premier lancé et 1 dans le deuxième lancé. Alors, x égale à 4, il faut obtenir soit 1 dans le premier lancé, 3 dans le deuxième, 2 dans le premier, 2 dans le deuxième, 3 dans le premier et 1 dans le deuxième lancé. X inférieur ou égal à 5, donc il faut obtenir soit x égale à 1, soit x égale à 2, soit x égale à 3, soit x égale à 4, soit x égale à 5. Et donc, c'est vraiment tous ces résultats qu'on pourrait obtenir dans les lancers. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que la loi de variable aléatoire? Donc, c'est vraiment la chose la plus importante pour l'étude d'une variable aléatoire, c'est la détermination de la loi d'une variable aléatoire et pas vraiment de la variable aléatoire elle-même.
Voilà. Donc, étant donné un espace probabilisé oméga AP, d'accord, et x une variable aléatoire réelle discrète, d'accord, voilà, donc cette partie-là est vraiment générale, pas vraiment pour les variables réelles discrètes. Alors, on va noter par la suite si la variable est discrète, donc x de oméga, c'est l'ensemble des xi avec i appartient à i, et i un ensemble d'indexation qui est au plus dénombrable. Et on va prendre en fait x, alors étant donné x une variable aléatoire réelle définie sur un intervalle, sur un espace probabilisé oméga p, on appelle loi de probabilité de la variable réelle x ou une distribution de la variable x, l'application p indice x qui va de x de oméga vers 0,1 qui à x fait correspond à la probabilité de x égale à x. D'accord? Et donc, en fait, ça c'est quoi ça? Alors, on dispose d'un espace probabilisé oméga AP, dans lequel nous avons une probabilité, nous avons une tribu, ainsi de suite. Et donc cet espace est vraiment, donc d'où il vient d'une certaine expérience. Et l'expérience, notre expérience sera modélisée par une certaine fonction, une certaine variable aléatoire, dont les valeurs sont des valeurs dans R, dans un espace qui est dénombrable, qui est au plus dénombrable, dans R. Et donc cette probabilité-là, d'accord, qu'on dispose dans l'espace probabilisé, induit en fait une probabilité, une vraie probabilité sur un espace, sur un univers qui est x de oméga, qui est un univers dans R. D'accord? Et là, c'est vraiment une chose qui est très importante parce que R, vous connaissez ce que c'est que R, en fait. D'accord? Donc, d'un espace qui est quelconque, qu'on ne connaît vraiment pas, on peut y arriver à l'étude dans R. Donc, il faut se rappeler que le but ou l'objectif, toujours, comme je dis, si, c'est l'étude d'une certaine expérience aléatoire, hein. C'est l'étude d'une certaine expérience aléatoire qui sera modélisée par la variable x. Et donc, méthodologiquement, alors lorsqu'on vous demande de répondre à la question déterminer la loi du x, donc il faut vraiment commencer par donner explicitement x de oméga. D'accord? Donc l'image de oméga, il faut qu'il soit donné explicitement et il faut aussi expliciter la probabilité de x égale à xi. D'accord? Il faut savoir là, les calculer, ces pays-là. Alors, lorsque x de oméga est un ensemble qui est fini et ne contient pas trop d'éléments, d'accord? Donc, s'il n'y a pas vraiment trop d'éléments, donc on peut présenter ces résultats, x de oméga et les pays, sous forme d'un certain tableau avec, bien sûr, sous forme d'un certain tableau. Avec bien sûr la première ligne sera consacrée pour les valeurs des xi, la deuxième ligne sera consacrée pour les probabilités. Donc, comme vous faites déjà en lycée, je crois, en bac et avant. Alors, supposons, donc comme un exemple, supposons qu'on dispose d'un sac qui contient 4 boules noires et 6 boules blanches, d'accord? Et donc, on tire successivement et sans remise deux boules dans ce sac. D'accord? Et donc, on va prendre x, la variable aléatoire qui est le nombre de boules blanches tirées. D'accord? Donc, combien de boules blanches on peut tirer? Donc, on dispose de 4 noires et 6 blanches. Et donc, il se peut qu'on tire aucune boule blanche, il se peut qu'on tire une boule blanche, il se peut qu'on tire 2 boules blanches parce que on tire seulement 2 boules sans remise. D'accord? On tire 2 boules dans le sac. Donc, x de oméga, c'est soit 0, soit 1, soit 2. D'accord? Donc, x de oméga, c'est l'intervalle discret 0, 1, 2. Voilà. Alors là, dans cet arbre, donc ici, on désigne toutes les possibilités, hein.
toutes les possibilités. Donc, je rappelle que premièrement, au début, donc le sac dispose de 4 boules noires et de 6 boules blanches. Si je me rappelle, donc 4 noires et 6 blanches. Donc, si on tire une boule blanche, donc la probabilité déjà de tirer une boule blanche est 6 sur 10, 6 sur 10. Et donc ce qui va rester dans le sac, donc c'est 4 noires et 5 blanches. Dans le deuxième tiré, donc si on tire encore une fois une blanche, donc la probabilité de tirer une blanche ici c'est 5 neuvièmes. Et donc la probabilité de tirer dans donc une boule blanche premièrement et une boule blanche deuxièmement, c'est le produit de ces deux probabilités, donc c'est ce chiffre-là. D'accord? Et si on tire, donc la probabilité de tirer une boule noire, d'accord, donc deuxièmement, c'est 4 neuvièmes. Et la probabilité donc de tirer une boule blanche de le premier tiré et une boule noire de le deuxième tiré, c'est ce chiffre-là. D'accord? Donc si on tire une boule noire, alors donc ce qui reste dans le sac c'est ça. Et là c'est la probabilité de tirer une boule blanche et c'est ça la probabilité de tirer une boule noire. Et donc ici on dispose de toutes les probabilités possibles. D'accord? Et donc, en fait, les valeurs de x sont 0, 1, 2. Donc, ne jamais tirer une boule blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tire deux boules noires. Et donc, deux boules noires, c'est vraiment ça. C'est 4 dixièmes fois 3 neuvièmes. Et donc, ça, c'est 2 quinzièmes. Tirer une boule blanche veut dire que c'est tirer une boule noire au début, puis une boule blanche. Ou tirer une boule blanche, puis tirer une boule noire. Et donc, c'est la somme de ces deux probabilités, d'accord, égale à 8 quinzièmes, 8 quinzièmes. Et tirer deux boules blanches, donc c'est tirer deux boules blanches, c'est ce chiffre-là qui est un tiers. D'accord? Voilà, donc c'est tout pour l'exemple. Donc là, il faut aussi être capable, lorsqu'on vous demande de calculer de donner, en fait, lorsqu'on vous donne les pays et les xi, de déterminer si ces valeurs sont les valeurs d'une loi de variable sont les valeurs de la loi d'une variable aléatoire réelle discrète ou pas. Donc, étant donné, donc c'est ce qu'on appellera par la suite germe de probabilité. Alors, un germe de probabilité, c'est un couple. C'est un couple, en fait, donc c'est l'ensemble des xi pays. C'est un couple des xi de valeurs et des pays de probabilité en fait, euh, une famille au plus dénombrable de R carré qui vérifie les deux propriétés suivantes. Donc les pays, il faut qu'elles soient tous positives, bien sûr, positives inférieures ou égal à 1, pour qu'elles soient des probabilités. Et pays est une famille qui est sommable. D'accord? Donc la série, la somme des pays est une série qui est convergente et la somme des pays égale à 1. Convergente de somme égale à 1. Alors, donc si on dispose d'un germe de probabilité, alors il va exister un espace probabilisé oméga p et une variable réelle, aléatoire réelle, discrète x, définie sur l'espace probabilisable oméga a, tel que la probabilité de x égale à xi égale à pi. D'accord? Donc, c'est quoi l'espace probabilisable? On en fout. D'accord? On en fout vraiment de l'espace probabilisable. Bon, l'existence est vraiment assurée. Voilà. Donc, les résultats suivants sont extrêmement importants. D'accord? Donc, sont extrêmement importants et permettant en fait en particulier de vérifier la cohérence des résultats obtenus pour votre loi. D'accord? Et donc en fait, étant donné x une variable aléatoire réelle discrète, d'accord, sur un espace probabilisé oméga p, alors on note x de oméga c'est l'ensemble des xi avec i appartient à i et grand I est un ensemble fini ou dénombrable. Et donc, en fait, la famille d'événements x égale à xi est un système complet d'événements
parce qu'en fait, ce sont toutes les valeurs possibles de oméga, hein. D'accord, donc c'est un système complet d'événements. Et donc, en particulier, la somme des probabilités de x égale à x est égale à 1, parce que c'est un système complet. Et en particulier aussi, pour n'importe quel événement, la probabilité de A égale à la somme des probabilités de x égale à xi fois la probabilité de A, sachant que x égale à xi. Et donc, en fait, c'est la somme des probabilités de x égale à xi inter A. Voilà. Donc, en fait, pour la preuve, alors les événements x égale à xi, puisque les xi sont distincts 2 à 2, et donc sont clairement incompatibles 2 à 2. Parce que xi et xj sont différents 2 à 2. Et donc, les événements sont incompatibles 2 à 2. D'accord? Donc, x-1 de xi inter x-1 de xj, c'est x-1 de xi inter xj, et si xi est distinct de xj, et donc ça c'est le vide, et donc c'est x-1 de vide égale au vide. Il est évident aussi de vérifier que la famille x égale à xi recouvre oméga par définition même de x et de son image. D'accord? Alors x est une application, et donc si vous prenez un élément oméga appartient à oméga, donc x de oméga est un élément de grand x d'oméga, et donc il serait égal à un certain xj pour un certain j dans i. Et donc il serait dans x égale à xj. Voilà. Donc, alors maintenant, on arrive à la fonction de répartition. Donc, c'est une fonction qui va nous aider pour calculer la loi de probabilité et pour étudier en fait la loi de probabilité d'une variable aléatoire donnée. Et donc, en fait, étant donné une variable aléatoire x dans un espace probabilisé, oméga p, alors on appellera fonction de répartition de la variable x une application qui va de R dans R. Hein. On arrive maintenant sur R et on va travailler tout le temps sur R. Donc, c'est la fonction définie par grand f de x, c'est la probabilité pour que grand x ne dépasse pas x. Voilà, c'est un accumul, d'accord? C'est un cumul de probabilités et c'est la fonction de répartition. Alors là, il y a quelques propriétés de la fonction de répartition. Donc, premièrement, fx, donc grand F est une fonction qui a valeur dans l'intervalle 0,1. Deuxièmement, elle est croissante. C'est une fonction en escalier. Troisièmement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à 1. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à 0. Et la quatrième des choses, c'est la probabilité pour que grand X comprise entre A strictement et B large, c'est f de B moins f de A. D'accord? C'est f de B moins f de A. Et donc, la quatrième, on dit pour la quatrième donc, que la fonction de répartition caractérise la loi. Ça veut dire que si deux variables aléatoires ont la même fonction de répartition, alors il suit la même loi. Donc, Px égale à Py. Voilà. Alors, oui. Donc, il y a il y a une autre propriété que j'ai pas vraiment notée ici, c'est la continuité. Alors, à gauche ou à droite? Alors, ok, je me rappelle pas, mais alors, donc c'est une continuité à gauche ou à droite? C'est une continuité à droite, oui. Donc la fonction grand F est une fonction qui est continue à droite. Bon, alors, bon, c'est pas vraiment très important pour le moment, hein, puisqu'on fait juste l'étude des variables aléatoires discrètes. Sinon c'est vraiment important. C'est vraiment important et aussi il y a un problème qui est tellement important aussi, c'est la recherche alors la donnée d'une certaine fonction qui vérifiait ces trois premières propriétés avec la continuité à droite. Est-ce que c'est vraiment une fonction de répartition? Et ça, c'est un problème inverse de la fonction de répartition qui est déjà résolu, hein. Mais bon, pour le moment,
on va juste se limiter sur cette étude-là, hein. On va se limiter juste sur cette étude. Et donc, alors, la première des choses, alors, le fait que la probabilité que f de x est comprise entre 0 et 1, donc f de x, on rappelle, c'est la probabilité pour que x appartient à inférieur ou égal à x, et donc c'est un élément de l'intervalle 0,1 par définition même de la probabilité, d'une probabilité. Deuxièmement, le fait qu'elle est croissante, donc le fait qu'elle est croissante, donc f, donc x, ici x inférieur ou égal à y, alors l'ensemble des x inférieur ou égal à x est inclus dans l'ensemble des x inférieur ou égal à y, hein. Donc x d'oméga inférieur ou égal à x et implique que x d'oméga inférieur ou égal à y parce que x inférieur ou égal à y, et donc puisque la probabilité est croissante, donc la probabilité pour que x inférieur ou égal à x est inférieure à la probabilité de l'ensemble de x inférieur ou égal à y, et donc f de x est inférieur ou égal à f de y. Alors le fait que la fonction est une fonction qui est en escalier provient du fait que la variable aléatoire est discrète. D'accord, est une variable aléatoire discrète. Alors en effet, donc si vous écrivez par exemple x de oméga égale à xi, à l'ensemble des xi avec i appartient à i, et donc si on prend xi avec donc ordonné de telle façon à ce que alors i ici je vais supposer que c'est un sous-ensemble de n, d'accord, donc puisque c'est au plus dénombrable, donc je vais supposer que c'est un sous-ensemble de n et tel que x de oméga est rangé de telle façon à ce qu'elle soit croissante en indice, donc xi est inférieur à xj, quel que soit i inférieur ou égal strictement à j. Alors vous prenez par exemple pour n'importe quel x compris entre xi et xi plus 1, donc f de x serait la probabilité pour que x inférieur ou égal à x, d'accord? Mais bon, la probabilité pour que x inférieur ou égal à x, c'est la même chose que la probabilité pour que x inférieur ou égal à xi, parce que entre x et xi, il n'y a vraiment pas de valeur de x. Donc, ou vous pouvez même écrire, c'est la probabilité pour que x inférieur ou égal à xi, d'accord, union x comprise entre xi et petit x, mais bon, entre xi et petit x, grand X ne prend aucune valeur, et donc cet ensemble est un ensemble qui est vide, et donc et ça c'est f de xi, d'accord, et donc ceci veut dire que f est vraiment elle est vraiment constante entre xi et xi plus 1, elle est égale à f de xi. Et donc la fonction est une fonction qui est en escalier, d'accord. Alors xn, alors oui, alors pour alors pour la limite, donc on va prendre ici, alors je vais appliquer le critère de Cauchy pour la limite. Et donc pour calculer la limite lorsque x tend vers l'infini, il suffit de calculer la limite. Il faut chercher la limite déjà de f de x lorsque xn tend vers de f de xn avec xn une suite qui est quelconque, qui est envers plus l'infini, d'accord? Et donc pour cela, on va considérer xn une suite croissante vers plus l'infini quelconque. Et donc la limite de f de xn, c'est la limite de la probabilité de x inférieur ou égal à xn par définition. Et x inférieur ou égal à xn, c'est l'ensemble des oméga avec x de oméga inférieur ou égal à xn, qui sont des ensembles qui sont croissantes, parce que xn est croissante. Et donc ça, c'est une limite qui est croissante. D'accord? Donc là, il faut que je vous rappelle dans la première vidéo, je crois, oui, dans la première vidéo des probabilités, nous avons démontré la propriété qui dit que la limite de la probabilité des AN, si les AN sont croissantes, c'est la probabilité de l'union des AN, et donc c'est elle que j'utilise ici, qu'on utilise là. Et donc ça, c'est la probabilité de l'union sur les n de ces ensembles-là, ces AN-là. Et donc l'union de ces ensembles, c'est quoi? C'est oméga. Et donc c'est P de oméga qui est égal à 1. Donc pour n'importe quelle suite croissante vers plus l'infini, et donc la limite de f de x égale à 1.
D'accord? Donc pour l'autre est vraiment similaire, on va juste utiliser la limite décroissante et la limite décroissante c'est l'intersection et l'intersection c'est vraiment l'ensemble vide. Voilà. Alors pour le dernier résultat, donc on écrit en fait alors l'ensemble des x, l'ensemble x compris entre a et b et l'ensemble des x inférieur ou égal à b moins l'ensemble privé de l'ensemble des x inférieur ou égal à a. Et donc la probabilité de 1 moins b, c'est la probabilité de a moins la probabilité de b. Et donc c'est f de petit b moins f de petit a. La probabilité de cet ensemble c'est f de b et la probabilité de cet ensemble c'est f de a. D'accord? Voilà. Alors, comme exemple, considérons l'exemple d'une variable aléatoire grand X, d'accord, lorsqu'on lance en fait 2D et on considère la variable aléatoire réelle grand X qui est la somme des deux résultats obtenus. On lance un dé simultanément, d'accord, deux fois simultanément et on voit en fait la somme des deux résultats obtenus. Donc, alors il faut s'appeler en fait que x de oméga égale à 2 jusqu'à 12. D'accord? Et donc en fait, grand F de x égale à 0, c'est x compris entre 2, entre moins l'infini et 2, est inférieur strictement à 2. Parce que là, nécessairement, l'ensemble des grands x inférieurs à petit x qui est inférieur strictement à 2 est un ensemble qui est vide. Parce que nécessairement, grand X va prendre 2. Hein. Il ne peut pas prendre un nombre inférieur à 2. Si on est entre 2 et 3, et donc là on est pour 1, d'accord? On est pour 2, hein, grand X égale à 2. C'est la même chose que grand X inférieur ou égal à petit x qui est supérieur, qui est comprise entre 2 et 3. Parce que là, on ne peut pas obtenir 3, mais on peut obtenir en fait 2. Et donc, on est dans le cas 1, d'accord? Alors, pour obtenir le cas 1, donc dans le premier lancé, c'est 1 sixième. Dans le deuxième lancé, c'est 1 sixième. Et donc, c'est 1 sur 36. D'accord? Donc, le produit des deux, c'est 1 sur 36. Lorsqu'on est entre 3 et 4, donc, on peut obtenir 2, on peut obtenir 3. D'accord? Et donc, il faut revenir sur le cas x égale à 2. Donc, x égale à 2, c'est 1. X égale à 3, il y a 2, 1. Il y a 2, 1. Et il y a 1, 2. Voilà, il y a 2, 1, il y a 1, 2. Et donc, voilà, donc c'est 1 sur 36, plus 1 sur 36, plus 1 sur 36. Il y a 3 cas. Hein. Pour x inférieur compris entre 4 et 5, donc là, en fait, il faut encore une fois calculer la probabilité pour que x 1. Donc, soit on va obtenir donc dans le résultat du lancer, soit on va obtenir 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, ainsi de suite. D'accord? Donc c'est soit on obtient la somme égale à 1, la somme égale à 2, la somme égale à 3, la somme égale à 4, ainsi de suite. Et donc là, c'est le tableau en fait de toutes les valeurs de grand F. Et mais finalement ici, lorsqu'on dépasse 12, donc on reste, c'est vraiment 1. Hein, c'est vraiment 1. Et là, c'est la fonction, donc c'est le dessin de notre fonction de répartition de notre variable. D'accord? Donc elle est nulle avant que la fonction, alors l'image, alors ici il faut vraiment faire très attention. L'image de grand X c'est quoi? C'est 2, 12. C'est 2, 12. Hein. Au-delà de 12, c'est 1. Au-delà de 2, c'est 0. Hein. Donc lorsqu'on dépasse 12, c'est 1. C'est la fonction constante 1. Et avant d'arriver à 2, la fonction, elle est toujours nulle. Voilà. Donc, dans le cinquième théorème, donc la loi d'une variable aléatoire et sa fonction de répartition, alors le lien entre les deux, donc étant donné x une variable aléatoire discrète, et les x sont rangés par ordre croissante, d'accord, pour tout i, alors pour tout i tel que tel que i moins 1 appartient à i, alors ceci oui je ne l'ai pas dit vraiment ici, hein.
Je ne l'ai pas dit ici. Hein. Alors ici, le I et le I plus 1, il faut qu'elle soit dans grand I, hein, dans la preuve. Mais bon, ça, c'est vraiment une technique. Hein. Alors pour tout I tel que I moins 1 appartient à I, on aurait en fait xi moins tel que xi. Alors on a xi moins 1 fait le strict moins xi, ça c'est l'ordre supposé. Et donc on aurait en fait la probabilité pour que x égale à xi, c'est f de xi moins f de xi moins 1. D'accord? C'est f de xi moins f de xi moins 1. Et donc c'est pour cela on dit en fait que la fonction de répartition caractérise la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez deux variables aléatoires qui ont la même fonction de répartition, grand F, alors Px, donc deux variables aléatoires, grand X et grand Y, alors P grand X et P grand Y sont égales. D'accord, sont égales. Et donc là, il se peut qu'on modélise pas mal d'expériences en fait. Il se peut qu'on modélise vraiment pas mal d'expériences, mais on tombe finalement dans la même loi de probabilité qui modélise vraiment pas mal d'expériences. On va voir ceci dans la séance prochaine, Inch'Allah. Et donc, alors, pour la preuve de ce résultat, c'est vraiment le fait que x égale à xi veut dire quoi? Que x inférieur ou égal à xi moins x inférieur ou égal à xi moins 1. D'accord? Donc, ce qui reste en fait, c'est x comprise entre xi et supérieur strictement à xi moins 1, donc égal à xi. Et donc, ça, c'est alors probabilité de A moins B, c'est la probabilité de A moins la probabilité de B. Et donc, ceci, c'est f de xi et ceci, c'est f de xi moins 1. D'accord? Donc, il n'y a vraiment pas de choses qui sont ici très difficile. Alors, le calcul d'une fonction, alors la détermination de la fonction de répartition détermine la loi hein, via cette formule-là. Et donc, ici, nous avons déjà la loi, on pourrait définir la fonction de répartition par définition même de la fonction de répartition. Hein. Donc, si on a la probabilité, si on a la loi, on pourrait définir la fonction de répartition. Et maintenant, si on a la fonction de répartition, on pourrait définir la loi. Mais bon, si on a la loi de probabilité, pour définir la fonction de répartition, c'est vraiment pas du tout toujours facile hein, de la déterminer explicitement. Donc il faut calculer la somme d'une certaine série. Bon, est-ce qu'on est capable de la calculer ou pas? Ça dépend des situations, bien sûr. Alors, comme exercice, alors on termine cette partie par un exercice. Supposons qu'on dispose d'un sac contenant 4 boules numérotées de 1 jusqu'à 4 et on tire 2 boules avec remise. Et on va noter X1 le numéro de la première boule tirée et X2 le numéro de la seconde boule tirée. Y c'est le plus petit, c'est le maximum des deux nombres. D'accord? Alors on se demande ici de déterminer la loi de la variable grand Y. Alors, pour déterminer la loi de la variable grand Y, il faut premièrement donner Y de oméga. Donc, Y de oméga, donc, c'est 1 jusqu'à 4. Donc, on peut tirer 1. On va, la première boule numérotée 1. On l'a fait, donc on retire. Donc, puis, parce qu'on fait on fait un tirage avec remise, donc on pourrait, il se peut qu'on peut retirer ou tirer la même boule dans la seconde tirée. D'accord? Et donc en fait, donc, Y dans oméga, c'est 1, 2, 3, 4. D'accord? C'est 1, 2, 3, 4. Et donc, pour calculer en fait, pour calculer la loi, pour déterminer la loi, il faut calculer la probabilité pour que y égale à k. La probabilité pour que y égale à 1, la probabilité pour que y égale à 2, la probabilité pour que y égale à 3, y égale à 4. Alors, la probabilité pour que y égale à k, est vraiment difficile pour la calculer dans cet exemple-là. Bon, c'est pas vraiment difficile, mais c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Alors, vous voyez par exemple juste le fait que y égale à 3.
y égale à 3, c'est toutes ces possibilités-là, hein. Donc c'est soit x1, c'est soit on a tiré dans le premier tirage, on a tiré la boule 1, puis dans le deuxième la boule 3, la boule 1, puis la boule 2, puis la boule 3, la boule 3, puis la boule 3, la boule 3, puis la boule 2, la boule 3, puis la boule 1. Bon, ça c'est x égale à 3. Bon, ça c'est vraiment un petit peu difficile pour décrire tous ces ensembles. Pourtant, c'est difficile par rapport au fait que de décrire par exemple y inférieur ou égal à 3. C'est quoi? C'est x1 inférieur ou égal à 3 et x2 inférieur ou égal à 3. Donc y inférieur ou égal à 3. Donc il faut que dans le premier tiré, on a tiré une boule qui ne dépasse pas 3, dont son numéro ne dépasse pas 3, et dans le deuxième tiré, nous avons tiré une boule qui ne dépasse pas, 3. D'accord, c'est vraiment toute l'affaire. Et avec le théorème, on pourrait calculer la probabilité pour que x inférieur égal à x1, inférieur égal à x2, inférieur égal à 2, inférieur égal à 1, inférieur égal à 2, inférieur égal à 4, inférieur égal à 3 et inférieur égal à 4, et c'est fini, hein. Et donc là, donc il faut calculer en fait, donc c'est pour cela on dit qu'on peut calculer, alors on peut remplacer le calcul de y inférieur égal à 3 par probabilité de y égale à 4, égale à k. Bon, alors nous allons donc calculer f de 1, f de 2, f de 3, f de 4. Alors f de 4 c'est toujours égal à 1, d'accord? Donc f de 4, f du dernier nombre c'est toujours égal à 1 comme dans l'exemple ainsi, voilà. Donc dès le dernier chiffre c'est toujours égal à 1, donc c'est l'une des propriétés les plus faciles qui nous guide de calculer ceci, hein, de calculer la fonction de répartition. Alors, f de 1, c'est la probabilité pour que y inférieur ou égal à 1. Mais y inférieur ou égal à 1, il faut que x1 inférieur ou égal à 1, c'est y égale à 1. Hein. Donc, y inférieur ou égal à 1, c'est vraiment y égale à 1. Et y égale à 1, ça veut dire que x1 égale à 1 et x2 égale à 1. Et donc, c'est 1 sur 16. Donc, 1 sur 4 fois 1 sur 4, c'est 1 sur 16. 1 sur 4 parce qu'on dispose d'un sac qui contient 4 boules. Hein. Donc 1 sur 4 fois 1 sur 4, c'est 1 sur 16. La probabilité pour que y inférieur ou égal à 2, qui est f de 2, il faut qu'on fasse x inférieur ou égal à 2 et x1 inférieur ou égal à 2 et x2 inférieur ou égal à 2. Et donc pour que x1 inférieur ou égal à 2, il faut que x1 égale à 1 ou égal à 2. x2 inférieur ou égal à 2, il faut que x2 égale à 1 ou égal à 2. Donc c'est 1 sur 4 plus 1 sur 4, c'est 2 sur 4, fois 1 sur 4 plus 1 sur 4 égale à 2 sur 4, donc le tout c'est 1 quart. Alors ici, il faut remarquer qu'on fait un tirage avec remise et donc les deux événements sont indépendants. D'accord? F de 3, donc c'est la probabilité pour que x1 inférieur ou égal à 3, x2 inférieur ou égal à 3, et donc soit x1 égale à 1, 2 ou 3, x2 égale à 1, 2 ou 3, les événements sont indépendants. Et donc c'est 3 quarts, fois 3 quarts, c'est 9 sur 16. Et donc la probabilité pour que y égale à 1, c'est f de 1. D'accord, c'est f de 1, c'est la même chose, donc c'est un sixième. La probabilité pour que y égale à 2, c'est la probabilité pour que y inférieur ou égal à 2, moins la probabilité de y inférieur ou égal à 1, donc c'est 3 seizièmes. Et la probabilité pour que y égale à 3, c'est la probabilité pour que y inférieur ou égal à 3. C'est f de 3 moins f de 2, c'est 5 seizièmes. Et la probabilité pour que y égale à 4, c'est f de 4, c'est 1 moins f de 3, c'est 7 sur 16. Et donc là, on a pu vraiment déterminer la loi de grand Y. Alors finalement, l'image d'une variable aléatoire par une certaine fonction, donc étant donné x une variable aléatoire, x une variable aléatoire réelle discrète, sur un espace probabilisé oméga p, et j'ai une fonction qui va
définie sur x de oméga à valeur dans R. Alors, on va noter g de x, l'application de oméga dans R définie par g de x de oméga égale à g de x de oméga. Donc, c'est comme si on a fait un composé de deux fonctions, de deux applications. D'accord? Et donc, alors, on a défini le composé de deux applications, et donc g de x serait en fait une variable aléatoire, hein. Donc, alors, x, une variable aléatoire réelle discrète dans un espace probabilisé oméga AP. J'ai une fonction définie sur x de oméga valeur dans R. Alors, y, grand y, qui est g de x, est une variable aléatoire réelle discrète. Donc, cette fonction qu'on vient de définir est une variable aléatoire réelle discrète définie sur oméga est telle que en fait grand X, grand Y dans oméga d'image. Alors les deux propriétés qui caractérisent grand Y, la variable, notre variable aléatoire. Alors son image c'est l'ensemble des jeux des xi avec i appartient à i. Bien sûr les xi sont grand X de oméga. Et quel que soit y dans oméga, alors la probabilité pour que y égale à y, c'est la somme sur tous les antécédents de petit y par g de la probabilité pour que x égale à cet antécédent xi. D'accord? Alors pour la preuve, il est clair que y de oméga égale à g de x de oméga, bien sûr, parce que est un ensemble qui est au plus dénombrable, parce que x de oméga est un ensemble qui est dénombrable. Son image par une application quelconque est un ensemble qui est au plus dénombrable. Et de plus, si y appartient à y de oméga, donc y moins 1 de y, c'est quoi? C'est x moins 1 de g moins 1 de y qui appartient à A, parce que g moins 1 de y est une partie de x de oméga, parce que g est défini sur x de oméga, et donc c'est une partie qui est au plus dénombrable. D'accord, c'est une partie de x de oméga, c'est une partie de R finalement, et donc x moins 1 d'une partie de R appartient à A, donc ceci est déjà vu dans la première des propriétés d'une variable aléatoire, hein, donc au début de cette vidéo là. Donc x moins 1 de B appartient à A, quel que soit B dans R. Et donc de plus, si y appartient à y dans oméga, donc la probabilité pour que y égale à y, c'est la même chose que la probabilité pour que g de x égale à y, et donc c'est la même chose que la probabilité égale, ici égale, il y a une égalité que j'ai oubliée, c'est la probabilité pour que x appartient à g-1 de y, qui est cet ensemble-là, d'accord? Et donc ceci c'est quoi? C'est la somme de toutes les probabilités de x égale à xi avec xi appartient à cet ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire xi appartient à cet ensemble? Ça veut dire quoi? C'est g de xi égale à y et c'est tout. Et donc on aurait en fait notre deuxième propriété. Voilà. Alors, comme exemple, et comme un dernier exemple dans cette vidéo-là, donc vous prenez grand X, une variable aléatoire réelle discrète, dont la loi est définie par le tableau suivant. Donc, grand X, elle prend les valeurs moins 1, 1, 2, et les probabilités sont un quart, un demi, un quart. Donc, alors, on voulait déterminer la loi de la variable des deux variables, grand Y égale à 2x plus 1 et Z égale à x carré. Alors, grand Y dans oméga premièrement égale, alors 2x plus 1, on remplace par moins 1, 1 et 2. Et donc, c'est moins 1, 3 et 5. Et la probabilité pour que y égale à moins 1, c'est la même chose. Donc, grand y égale à moins 1 veut dire quoi? C'est 2x égale à moins 2. Et donc, x égale à moins 1. Et donc, c'est un quart. La probabilité pour que y égale à 3. Donc, y égale à 3. 3 égale à 2x plus 1. Et donc, grand x égale à 1. C'est un demi. Et la probabilité pour que y égale à 5, c'est la probabilité pour que x égale à 2 égale un quart. D'accord? Donc on remplace grand y par 2. Il faut traduire tout ça en x et utiliser le tableau de probabilité de x. Alors, z pour la variable z, donc ici
on a utilisé une application qui est bien bijective et donc c'est pour cela tout est bien donné. Oui, la loi reste vraiment le même, hein. Donc ici, alors pour Z de oméga, Z c'est une application qui n'est pas injective. Et donc Z de oméga égale à 1 quart. D'accord? Donc moins un au carré, 2 au carré, donc c'est un 4 pardon, mais pas un quart. 1, 4. Et donc la probabilité pour que z égale à 1, z égale à 1, c'est quoi? C'est x carré égale à 1, et donc x carré égale à 1, c'est soit x égale à 1, soit x égale à moins 1. Et donc c'est la probabilité pour que x égale à 1, plus la probabilité pour que x égale à moins 1, parce que les deux événements sont incompatibles. Et donc c'est 1 quart plus 1 demi, c'est 3 quarts. Et la probabilité pour que z égale à 4, donc z égale à 4, c'est x carré égale à 4, et donc x carré égale à 4, c'est équivalent à x égale à 2, et donc c'est la probabilité égale à 1 quart. Donc c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre attention, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui aura pour but la fonction génératrice d'une certaine variable aléatoire, qui sera une application de ce que nous avons déjà vu dans le cours des séries numériques et aussi on va voir en fait les variables aléatoires réelles discrètes, les lois classiques, les lois usuelles discrètes, Inch'Allah.